Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci encore de votre fidélité. On va parler coronavirus. Surtout, on va réfléchir sur ce qui peut être fait. Pendant toutes les dernières semaines, on n'a fait que recevoir des spécialistes, des professionnels de la santé. Et le professeur René Desroches, qui est avec nous ce matin au nom de l'ISC, figure parmi les rares personnalités qui n'évoluent pas dans ce domaine et que l'on reçoit aujourd'hui pour des recommandations et des conseils. Ce qui sous-entend que des membres de la société civile se mettent déjà à travailler, à réfléchir sur l'après-coronavirus. Bonjour professeur, c'est un plaisir de vous avoir avec nous ce matin. Bonjour Wendell, je profite pour saluer tous les téléspectateurs, téléspectatrices de Radio Télémétropole. Donc, quand on parle de réflexion, quand on parle de discussion, c'est une autre étape, ou encore c'est une autre dimension dans la gestion du coronavirus. Oui, effectivement, comme vous l'avez dit, la plupart de vos invités, ce sont des spécialistes qui ont parlé des mesures qu'il faut prendre en ce moment, qui ont parlé aussi des mesures qui ont été prises par le gouvernement, par les différentes institutions sanitaires du pays, qui ont parlé également de l'aspect médical de la question. Eh bien, nous autres, au niveau de l'initiative de la société civile, nous avons réfléchi, mais beaucoup plus, je dirais, de façon prospective. C'est-à-dire que nous voyons ce qui va se passer, d'une part pendant la période, mais après la période. Et c'est pour cela que nous pensons qu'il faut sensibiliser la population haïtienne, qu'il faut sensibiliser les dirigeants haïtiens, qu'il faut sensibiliser les élites haïtiennes sur certains changements de comportement qui sont absolument indispensables, n'est-ce pas, pour que nous n'ayons pas à subir des conséquences très graves d'épidémie. Parce que, et nous en avons eu des catastrophes, on a eu le tremblement de terre, on a eu Mathieu, et nous savons que nous sommes sur la trajectoire des cyclones, donc il y aura des crises, il y aura toujours des crises. Il y aura toujours des crises, n'est-ce pas, nous sommes sur des failles, il y aura toujours des crises. Mais le fait que nous soyons un pays très pauvre, le fait que nous soyons un pays qui depuis quelque temps ne produit presque rien, n'est-ce pas? Eh bien, ceci aggrave encore les menaces sur notre population. Si nous prenons par exemple le coronavirus, eh bien, il y a un danger dont on ne parle pas suffisamment, mais auquel les dirigeants doivent commencer à penser très sérieusement, ce sont les menaces de famine dans notre pays. Vous savez que la FAO, au cours du mois de février déjà, et la CNSA, la Commission nationale pour la sécurité alimentaire, nous disait qu'à partir de mars 2020, eh bien 40% de la population allait être en insécurité alimentaire, soit plus de 4 millions d'habitants. Il y a certaines sections communales qui ont déjà été identifiées par la CNSA qui étaient sous stress alimentaire déjà au bord de la famine. Il y a certaines banlieues, n'est-ce pas, ce qu'on appelle les bidonvilles, n'est-ce pas, des quartiers défavorisés de Port-au-Prince, n'est-ce pas, de l'aire métropolitaine et des grandes villes qui sont déjà sous stress alimentaire. Eh bien, avec le coronavirus, la situation va s'aggraver pour plusieurs raisons. La première, c'est que certainement, il va y avoir des difficultés d'approvisionnement. Vous avez déjà entendu que certains départements, comme l'Écaille, comme la Grand'Anse, ont déjà un petit peu coupé les ponts avec d'autres parties du pays. Oui. Ça veut dire que l'acheminement des marchandises, ça va certainement diminuer. Mais ce qui est plus grave, c'est que nous savons que plus de 50% de ce que nous consommons en Haïti
en termes alimentaires vient de l'extérieur. Cela veut dire que ça vient de la République dominicaine, et comme il y a problème de coronavirus en République dominicaine, la production agricole là-bas va certainement diminuer. La capacité aussi de nous envoyer des produits, ça va diminuer. Même certains ouvriers agricoles haïtiens qui étaient en République dominicaine commencent à revenir au pays. Donc nous allons avoir des problèmes d'approvisionnement. Ce sera la même chose pour la République, pour les États-Unis, n'est-ce pas, d'où nous recevons énormément de produits alimentaires. Wendell, vous savez que nous sommes le deuxième importateur de riz des États-Unis après le Mexique. Nous importons 400 000 tonnes de riz par année pour Haïti. C'est un pays qui, en 1980, donc, je ne dirais pas était autosuffisant en matière de riz, mais nous n'importions que 8% du riz que nous consommions. Tandis qu'aujourd'hui, nous importons 88% du riz que nous consommons ici en Haïti. Et nous dépensons 900 millions de dollars américains par année pour importer simplement des aliments. Or, cette année, avec le coronavirus, nous ne pourrons pas trouver cet argent pour payer la facture alimentaire, pour plusieurs raisons. Premièrement, les activités ont diminué, beaucoup de gens ont perdu leur emploi, sans compter qu'avec le pays LOC, il y avait déjà un ralentissement de l'économie haïtienne, et la diaspora haïtienne qui nous envoyait énormément de transferts, jusqu'à près de 3 milliards de dollars par année. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont perdu leur emploi, et nous savons aussi que le coronavirus, malheureusement, fait des ravages déjà dans la communauté haïtienne là-bas aux États-Unis. Donc nous allons avoir une situation alimentaire extrêmement grave. Or, aujourd'hui, il faut que nous commencions à prendre conscience que nous devons changer de comportement en matière de production. Parce qu'actuellement, nous importons et nous ne produisons pas. Déjà à l'époque de Jean-Claude Duvalier, quand il y avait des Chinois qui étaient ici en Haïti, qui aidaient avec la production risicole dans l'Artibonite, ils nous disaient, mais avec ce pays qui a beaucoup de cours d'eau, beaucoup de rivières, etc., c'est un pays qui peut facilement approvisionner 11 millions d'habitants sans problème pour avoir l'autosuffisance alimentaire et exporter de la nourriture. Or, voilà qu'aujourd'hui, nous importons plus de 50% de ce que nous mangeons parce qu'on a négligé l'agriculture dans ce pays. Il faut que nous prenions conscience que nous devons réduire les importations et stimuler la production agricole. Donc, c'est un tableau de la réalité que vous avez dressé pour nous ce matin, professeur Desroches. À bien comprendre ce qui vient d'être exposé, il est question aujourd'hui de gérer le présent avec responsabilité et tenir compte du futur. Sinon, ce serait de l'irresponsabilité. Définitivement. Et il y a un autre aspect de la question qui concerne la question fiscale et la question commerciale. Avant d'en arriver là, et à la question fiscale, professeur, selon vous, nous devrions, disons, profiter du coronavirus pour nous inculquer de nouvelles notions en termes de changement de comportement ou encore de mode de vie, notamment sur le plan alimentaire. Définitivement. Par exemple, l'Haïtien devrait revoir, je dirais, sa diète, revoir son menu, n'est-ce pas? Parce que nous consommons énormément de riz. D'ailleurs, ce riz importé, nous savons qu'il est d'ailleurs de moins bonne qualité que le riz produit localement. Et tous les spécialistes vous le diront, la valeur nutritive de ce riz importé, traité, que nous mangeons est nettement inférieure
à la valeur nutritive de ce que nous trouvons sur place, comme le petit mil qu'on pourrait trouver, comme le maïs que l'on trouve ici, comme l'igname, comme beaucoup d'autres choses. Nous devons rééquilibrer notre diète alimentaire ici en Haïti, l'assiette, n'est-ce pas, de l'Haïti. Tout cela devrait passer par l'éducation aussi, professeur. D'abord, ce changement devrait être opéré à plusieurs niveaux. D'abord, l'agriculteur devrait se sentir encouragé en produisant. Nous devons aussi consommer local. Et le gouvernement, de son côté, a pour devoir d'inciter ou encore d'encourager la production nationale, la production locale. Tout à fait, tout à fait. Et alors, il y a des mesures qui ont été prises à partir de 1980, années 86, 87, 90 aussi. C'est les mesures fiscales dont je parlais tout à l'heure, et les mesures commerciales. On a réduit les tarifs douaniers sur les produits alimentaires. Par exemple, le riz dont nous parlons, n'est-ce pas? Il y avait les tarifs douaniers qui étaient de l'ordre de 50% du prix, n'est-ce pas, de la marchandise, que l'on a réduit à 3%. Par exemple, les tarifs douaniers sur la banane est passé, n'est-ce pas, de 50% à 0%. Sur les œufs et le lait, c'est passé de 40% à 0%. Ce qui signifie qu'on a ouvert les portes. Ça fait partie de quelle politique? Bon, ça faisait partie d'une politique qu'on pourrait dire néolibérale pour faciliter le commerce. Pour libéraliser le marché? Libéraliser le marché, oui. Bon, libéraliser le marché, ça peut avoir des effets bénéfiques, mais dans la mesure où le pays produit, n'est-ce pas? Si vous consommez ce qui vient de l'extérieur et qu'en même temps, vous produisez aussi et que vous vendez à l'extérieur, le commerce international peut stimuler la croissance, peut faciliter aussi la baisse des prix, etc. Cependant, il faut que vous ayez d'abord la capacité de produire. La plupart des pays qui ont ouvert leur marché, ils ont commencé par renforcer leur capacité de production. Or, nous n'avions absolument aucune capacité de production. On a ouvert, n'est-ce pas, à nos ports, et à ce moment-là, les voisins, qu'il s'agisse des Américains, des Dominicains, ils ont envahi, n'est-ce pas, notre marché, et ça a détruit la production nationale. Or, Haïti n'était pas obligé de le faire, n'est-ce pas? Si nous prenons un pays comme la Jamaïque est un pays de la CARICOM. La CARICOM a fixé ce qu'ils appellent le tarif extérieur commun. Pour le riz, par exemple, les tarifs douaniers doivent être de 25% par rapport au prix du produit. Eh bien, savez-vous que la Jamaïque, qui applique 25% de taxes à l'entrée, par exemple du riz importé, etc., vend le riz importé moins cher que Haïti. Nous autres, nous vendons ça plus, le kilo de riz se vend plus d'$1 américain, tandis qu'à la Jamaïque, c'est moins d'$1, 0,93, etc. Et donc, ce qui signifie que la baisse de tarifs que nous avons connue, en passant de 50 à 3, ne profite pas nécessairement aux consommateurs, puisqu'ils le paient plus cher qu'à la Jamaïque, mais profite à l'importateur, aux commerçants. Il faut revoir toutes ces choses-là, n'est-ce pas? Et il faut penser à la production nationale. Il y a la CNSA, qui est la Commission nationale de sécurité alimentaire, qui a développé toute une stratégie pour la sécurité alimentaire et pour la sécurité nutritionnelle. Parce qu'il faut faire une différence entre les deux. Sécurité alimentaire, avoir suffisamment de nourriture pour pouvoir, n'est-ce pas, s'alimenter. Mais sécurité nutritionnelle, avoir de la nourriture de bonne qualité aussi pour vous donner les nutriments dont vous avez besoin, etc. Eh bien, ils ont développé toute une stratégie qui montre que si nous prenions au sérieux notre agriculture, eh bien, nous pourrions avoir une croissance de près de 6%, n'est-ce pas, sur l'agriculture, alors qu'aujourd'hui, nous avons plutôt une décroissance en matière d'agriculture. Nous sommes aujourd'hui à peine, l'agriculture représente près de 22%, si vous voulez,
de notre produit intérieur brut. Donc, il y a des changements de politique au niveau, je dirais, commercial, au niveau tarifaire, au niveau d'encouragement aussi de l'agriculteur. Par exemple, il y a des changements qui devraient être faits au niveau législatif. Vous savez que jusqu'à aujourd'hui, après plus de 200 ans d'indépendance, il n'y a pas une loi qui donne un statut légal à l'exploitant agricole, aux paysans, aux producteurs agricoles. Il n'y a pas une loi qui dit, et à cause de cela, il ne peut même pas emprunter, si vous voulez, dans une banque facilement, parce que la première chose qu'on va vous demander, on va vous demander quel est votre statut légal, etc. En plus de cela, vous avez une loi, c'était une loi qui était prise il y a très très longtemps, plus d'un siècle de cela, qui dit que le paysan ne veut pas donner sa terre comme collatéral pour un emprunt. Pourquoi on l'a fait? On l'avait fait dans le temps, c'était pour éviter que le paysan ne perde sa terre. Mais aujourd'hui, c'est un handicap, parce que qu'est-ce qu'il peut donner d'autre comme collatéral, si, n'est-ce pas, comme garantie, c'est sa terre. Donc il faudrait changer cette loi. Dernièrement, je lisais le livre du député Jerry Tardieu, qui disait comment il s'est battu au Parlement pour introduire une loi sur le crédit bail, n'est-ce pas, qui aurait pu être un moyen très important pour permettre, n'est-ce pas, par exemple, d'acheter un motoculteur, n'est-ce pas, et puis ensuite d'emprunter de l'argent pour l'acheter, n'est-ce pas, et puis ensuite ça vous revient. Eh bien, ça a été pratiquement boycotté au Parlement. Par ses pairs. Par ses pairs. Et alors qu'on pense que la plupart des députés, n'est-ce pas, qui étaient là, sont des gens qui sont issus de l'arrière-pays, qui doivent connaître les problèmes. Donc le changement que vous préconisez aujourd'hui doit être profond et devrait concerner plusieurs domaines, plusieurs secteurs. Et si ce n'est tout le monde, finalement. Parce que mais à commencer par qui, d'abord? Bon, l'État, certainement. L'État, certainement. Bon, par exemple, quand je dis l'État, il y a le législatif qui devrait faire les lois nécessaires pour protéger l'agriculture. Oui, mais maintenant, on n'a que quelques parlementaires, Oui, on peut prendre quelques décrets pour l'instant, par exemple, et qui pourraient faciliter ces choses-là. Donc, est-ce que vous avez pensé à des conseils, en plus de ce tableau évocateur de la réalité, que l'on redoute d'abord, d'ailleurs? Oui. Et maintenant, si l'on doit suggérer, si on doit faire des propositions au pouvoir en place, parce que comme vous l'avez dit tantôt, professeur Desroches, on a connu pas mal de crises, on en aura d'autres. Oui, certainement. Et de plus, ok, le coronavirus peut durer 1 mois, 2, 3, mais le coronavirus demeure une crise passagère. C'est ça. Donc maintenant, que faire aujourd'hui pour gérer l'après-coronavirus? Que faire dans l'immédiat? Oui. Bon, je pense qu'il y a un certain nombre de lois, par exemple, qui méritent d'être modifiées. Qui méritent d'être modifiées. Par exemple, on aurait pu prendre quelques décrets pour permettre, n'est-ce pas, par exemple, que les agriculteurs aient accès au crédit. Nous savons que la Banque de la République d'Haïti... Là, c'est quand on est dans une dynamique de promotion de la production. De promotion de la production. Vous voyez, il y a par exemple la Banque de la République d'Haïti qui a ce qu'ils appellent la circulaire 113, qui met du crédit à la disposition des agriculteurs et de tous ceux qui sont dans les filières de l'agriculture, même pour le transport, etc. Vous voyez? Maintenant, je pense qu'il faudrait peut-être prendre quelques décrets pour permettre à plus d'exploitants agricoles d'avoir accès au crédit, n'est-ce pas? En plus de cela, il faudrait prendre également, je dirais, certaines mesures. Parce que la politique de crédit que nous avons... Avant ces mesures, professeur, est-ce qu'il ne serait pas important
que les décideurs se penchent aujourd'hui sur 3 points fondamentaux de la vie aujourd'hui. La santé, l'éducation et l'agriculture. L'agriculture pourrait même arriver en 3e position. Oui. La santé, face au problème, face à ce problème de santé publique auquel, que l'on confronte actuellement, on devrait penser à la santé, qui dans le budget bénéficie d'une infime partie du gâteau, comme on dit. Oui. Si on veut, par exemple, utiliser cette figure pour parler de répartition du gâteau budgétaire ou de l'enveloppe budgétaire, si vous préférez, eh bien, la santé, l'éducation sont généralement relégués au second plan. Oui. Est-ce que l'on ne devrait pas penser à avoir des hôpitaux sérieux, à faire de la santé une priorité nationale? Définitivement. Et à propos de la santé, il y a quand même quelques données importantes, parce que comme vous le savez, Wendell, au niveau de l'initiative de la société civile, nous nous sommes beaucoup penchés ces derniers temps sur les questions économiques. On fait des enquêtes aussi, apparemment. On fait des enquêtes, on fait des conférences, on fait une éducation économique aussi de la population à travers nos conférences, débats et tout ça, parce que nous nous sommes rendus compte que l'un des problèmes majeurs de ce pays, c'est le problème économique. Quand vous pensez que au 19e siècle, nous étions en avance sur la République dominicaine. En 1960, ils nous ont rattrapés, d'accord? Aujourd'hui, leur PIB et leur produit per capita est 10 fois le nôtre, vous voyez? Et ceci en l'espace de 60 ans. Et nous régressons. Si nous prenons la question de la santé, or la santé, ce n'est pas seulement une affaire de bien-être. La santé a un rôle extrêmement important à jouer dans le domaine économique aussi. Parce que si l'individu n'est pas en bonne santé, il ne peut pas travailler, il ne peut pas performer, il ne peut pas donner un bon rendement. Prenons le cas de la santé. Au cours de ces dernières années, au cours de ces derniers gouvernements, eh bien, la santé était vraiment un parent pauvre. On a donné dans le budget de 2017-2018, qui est le dernier budget qui a été voté, n'est-ce pas, 4,3% du budget national à la santé. Alors que dans le passé, n'est-ce pas, on donnait jusqu'à 7%, même quelquefois jusqu'à 10% du budget national à la santé. Mais ce qui est plus grave, dans cette année 2017-2018, n'est-ce pas, et ceci c'est un rapport de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif sur l'efficacité des dépenses publiques qui le révèle, vous savez que le budget est divisé en 2 parties. Il y a le budget de fonctionnement qui paie les fonctionnaires, etc. Et le budget d'investissement qu'on appelle le budget des programmes et des projets. Or, qui parle de programmes et de projets, ça veut dire les services que l'on donne à la population. D'accord? Est-ce que vous savez que pendant cette année 2017-2018, ils avaient prévu un montant de ces 4% du budget pour les programmes et les projets? À la fin de l'année, ils n'ont décaissé que 8% du montant qui était prévu. Donc, vous voyez, c'était réduit à une peau de chagrin. On comprend qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, il y ait des grèves au niveau, n'est-ce pas, du personnel soignant, n'est-ce pas, parce que ces gens n'ont pas touché, travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez dit, il faut que l'on prenne la décision de donner une part importante à la santé, de payer régulièrement les salaires du personnel soignant, d'équiper. Vous savez que 21% de nos sections communales, et ça, c'est un Premier ministre qui l'a dit il n'y a pas longtemps, 21% de nos sections communales n'ont même pas un dispensaire pour aider, n'est-ce pas, les gens quand ils ont un problème. Alors, j'entends un dispensaire public, etc. C'est parfois des églises, des missionnaires qui ont des cliniques temporaires qui viennent, qui aident, etc. Donc, c'est pas normal qu'une section communale n'ait pas les institutions sanitaires pour aider une population.
maintenant que l'on fait face à tous ces problèmes, professeur, vous avez aussi fait allusion à la République dominicaine qui nous a rattrapés. Et dépassés. Et dépassés. Est-ce que, en parlant de réformes à faire ou encore de changements à faire, est-ce que la question de la gouvernance et de vision n'est pas aussi importante, justement, à poser comme question, comme défi à relever? Tout à fait, tout à fait. Et là, on peut prendre l'exemple encore de la République dominicaine. La République dominicaine, pendant très longtemps, après les périodes de dictature de Trujillo, eh bien, les élites dominicaines, qu'il s'agisse des élites économiques, qu'il s'agisse des élites intellectuelles, qu'il s'agisse des élites morales, les églises, se sont mis ensemble. Ils ont formé d'ailleurs l'APEC, qui est l'association pour l'éducation et la culture, et ils ont pris un certain nombre d'initiatives. Eh bien, l'une des choses qui a aidé la République dominicaine, c'est qu'ils avaient constitué ce qu'ils appelaient la Casa del Dialogo, la maison du dialogue. Depuis combien de temps dans ce pays nous parlons de dialogue, mais nous n'arrivons pas à faire véritablement de dialogue. Chaque fois qu'il y a une initiative, certains boycottent ce dialogue, ne veulent pas le faire. Si ce n'est pas eux qui l'organisent, ils ne participent pas. Vous voyez, parfois ce qui... On attend toujours l'aide de l'étranger. Toujours l'aide de l'étranger, l'assistance de l'étranger. Mais ce dialogue que la République dominicaine a eu et qui leur a permis de résoudre leurs problèmes, parce qu'ils ont connu des problèmes politiques aussi graves que les nôtres, n'est-ce pas? Eh bien, ils se sont mis d'accord. J'ai eu l'occasion, je l'ai répété souvent, n'est-ce pas, une fois, j'allais chercher un visa portugais en République dominicaine à l'époque de l'embargo, et un ami dominicain était venu me chercher. Comme le consulat portugais n'était pas encore ouvert, il m'a amené à la chambre dominicano-américaine où les Dominicains allaient signer un accord sur les 10 prochaines années. Tous les ministres étaient là, les syndicalistes, les patrons, les gens de la société civile, et ils ont signé ensemble ce programme. C'était le PNUD qui avait pris l'initiative d'organiser ça. Ça veut dire que tout le monde se met d'accord. Voici les priorités pour les 10 prochaines années. Quel que soit le gouvernement qui vient, il peut apporter des nuances, mais les fondamentaux... Mais il sera tenu de respecter les fondamentaux. Nous devrions avoir ça. Il faut avoir une vision, comme vous dites, mais malheureusement, nous n'avons pas ceci. J'aurais aimé obtenir quelque chose de vous, professeur, en tant qu'ancien ministre. Vous étiez ministre pendant un certain temps. Oui, ça fait quelque temps. Oui, ça fait quelque temps. Quelles ont été, pour ne pas dire quelles sont donc les marges de manœuvre, par exemple, d'un ministre avec toute sa capacité intellectuelle, toute sa vision et même sa bonne volonté de réaliser des choses? Chaque fois que vous avancez un projet, un plan, est-ce que vous vous sentez limité dans vos actions? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui doit toujours donner sa bénédiction ou bien apposer son veto sur l'idée, le projet, pour qu'il puisse, avant qu'il puisse se matérialiser? Oui. Alors, moi, je dirais qu'en matière politique, on ne peut pas agir seul. Il faut agir en équipe. Il faut que, d'abord, je dirais, le ministre des Finances partage vos vues. Il faut que le président partage vos vues et que ce que vous proposez, n'est-ce pas, eh bien, qu'il soit d'accord avec. Parce que vous pouvez très bien avoir tout un plan, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans le domaine de l'éducation ou ailleurs, et puis vous voyez que les décaissements ne viennent pas. Parce que le ministre des Finances doit attendre la bénédiction du président. Exactement. Ou bien du Premier ministre. Aujourd'hui, il y a un Premier ministre, d'accord, mais autrefois, c'était presque le ministre des Finances qui était le Premier ministre. C'est lui qui déterminait les décaissements, d'accord, si on va décaisser pour vous ou si on ne décaisse pas pour vous. Je vais vous donner le témoignage d'un Premier ministre, n'est-ce pas, haïtien, qui me disait, bon, je ne citerai pas son nom, qui me disait que eh bien, il avait l'intention
d'utiliser le budget pour faire quelques grands projets, n'est-ce pas, qui pourraient être porteurs pour le pays, etc. Quand il en a parlé au président de la République de l'époque, eh bien, le président lui a dit non, ça n'ira pas du tout. Eh bien, il faut, n'est-ce pas, donner un petit quelque chose à chacun, n'est-ce pas? Mais il ne faut rien faire de sérieux, de très important. Il faut, en quelque sorte, faire, si vous voulez, du saupoudrage. Voilà ce que le président lui a dit. Vous voyez? Donc, ce qui signifie que s'il n'y a pas... Et c'est pour cela, j'insiste là-dessus, Wendell, parmi les choses auxquelles nous devons penser très sérieusement, nous devons penser au renforcement de nos partis politiques, n'est-ce pas? Si vous n'avez pas de partis politiques avec des programmes, avec des politiques publiques bien ficelées, bien conçues, n'est-ce pas? Et aussi avec des gens qui ont l'expérience nécessaire pour mettre en œuvre ces politiques publiques et les faire aboutir, eh bien, on n'arrivera à rien. Et pour cela, il faut que le citoyen aussi s'engage. Le problème est haïtien, tout le monde doit s'engager. Et voilà une occasion à saisir, le coronavirus, puisqu'il a tout mis à nu, il nous a déshabillés. Nous étions déjà nus. Il nous a surpris. Il nous a surpris. La culotte baissée. Il nous a surpris. Donc maintenant, on devrait de toute façon profiter de cette occasion pour, je dirais, pour repenser Haïti, pour repenser le pays. Il faut réfléchir, il faut repenser, il faut dialoguer entre nous et il faut aussi développer le civisme chez nous. Parce que quel est notre problème? L'un de nos grands problèmes, c'est que il n'y a pas un sens de l'intérêt général. Chacun défend, comme on dit, sa petite patate. Oui. Vous voyez, chacun défend son petit lopin de terre, ses petits intérêts particuliers, sa chapelle, et on ne pense pas à l'intérêt général. Alors, c'est justement dans le cadre d'un dialogue, dans le cadre, n'est-ce pas, de l'élaboration d'une vision, d'un plan pour ce pays pour les 25 prochaines années, que l'on peut véritablement développer, avoir une idée de ce qu'est notre intérêt général en termes de santé, en termes d'éducation. Nous n'avons pas parlé d'éducation. On y reviendra. Après la pause, on en parlera. Oui, c'est d'accord. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'est le professeur Ronnie Desroches que l'on accueille sur le plateau de la rubrique ce matin. Merci de l'intérêt et à tout de suite après la pause. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce mardi. Avec nous, le professeur Ronnie Desroches de l'initiative de la société civile en sa qualité de directeur exécutif. Monsieur Desroches qui analyse la situation avec évidemment des propositions pour l'après-coronavirus. Au cours de la première partie de l'interview, on avait parlé de ce que le gouvernement ou bien les décideurs devraient choisir comme priorité. On a parlé de la santé, de l'éducation et de l'agriculture aussi. Mais il y a un auditeur qui estime que nous devrions voir d'autres priorités dans l'éventualité d'une bonne gestion de l'après-coronavirus. Selon l'auditeur, Haïti doit avoir 3 priorités majeures. Selon lui, la santé, notre régime fiscal et la sécurité nationale, armée et police. Toujours selon ce même auditeur, professeur Desroches, tout effort sur ces secteurs aura des effets multiplicateurs sur d'autres secteurs à l'avenir. Oui, effectivement, je crois que c'est une excellente chose d'attirer l'attention sur la sécurité. Et ceci est en lien aussi avec la prospérité du pays, en lien avec la croissance économique. Nous avons parlé de l'agriculture et des problèmes que nous avons au niveau de la production nationale, mais il faut dire aussi que l'insécurité, n'est-ce pas, est l'un des facteurs
qui a causé aussi notre déficit en matière de production agricole. Parce que souvent, le paysan, il produit, et puis les gens viennent, ils récoltent avant lui, n'est-ce pas? Il ne peut pas protéger ses vaches. Parfois, des gens viennent avec des camions, emportent ses vaches, etc., etc. Or, on a dit beaucoup de choses, n'est-ce pas? On a reproché beaucoup de choses aux chefs de section, n'est-ce pas, de l'époque, n'est-ce pas? Mais quand même, à l'époque où ils étaient là, il y avait quand même une meilleure surveillance, n'est-ce pas, de la production agricole, des champs et des récoltes et tout cela. Et ceci doit attirer notre attention sur le fait que des fois, nous agissons de façon inconsidérée et irresponsable. Lorsque nous avons démantelé l'armée d'Haïti, n'est-ce pas, eh bien, ça a été un comportement irresponsable. Nous aurions dû réformer l'armée d'Haïti pour lui permettre, n'est-ce pas, de devenir plus respectueux des droits de la personne, plus professionnel, moins budgétivore, etc., etc. Mais on ne devait pas démanteler comme ça, parce que tout ce réseau de chefs de section, de Chouquette Larouzé, etc., qui donnait un minimum de sécurité à la campagne et aussi à la production agricole, nous avons perdu tout cela. Et aujourd'hui, le genre de policiers que nous formons, des gens qui, n'est-ce pas, sont parfois des universitaires et autres, eh bien, ils ne sont pas enclins à aller à la campagne facilement, etc., etc. Donc, nous avons besoin, n'est-ce pas, d'une bonne police rurale, etc. Donc, la sécurité, elle est importante. Maintenant, ne parlons pas de l'ère métropolitaine. Nous connaissons tous les problèmes que nous connaissons jusqu'à aujourd'hui en termes d'approvisionnement, en termes également d'insécurité pour le transport et tout cela. Donc, la sécurité est essentielle. Mais la personne a également mentionné la fiscalité. Eh bien, la fiscalité est un problème majeur que nous devons véritablement aborder. Je lisais récemment dans un ouvrage écrit par un ancien ministre de l'économie et des finances que seuls 2% de la population active paie l'impôt sur le revenu. Cela veut dire qu'on aurait dû avoir une plus grande rigueur de la perception de l'impôt sur le revenu. Enfin, nous savons que beaucoup de professionnels, n'est-ce pas, qu'ils soient médecins, qu'ils soient avocats ou autres, parfois ne paient pas leur impôt sur le revenu. Nous l'avons vu avec combien de professionnels, au moment où ils ont voulu être ministres, n'est-ce pas, c'est à ce moment-là qu'ils ont payé 5 ans en arrière, quand ils ont voulu être candidats au Sénat, à la députation ou à la présidence, qu'ils ont payé, n'est-ce pas, en arrière, etc. Il y a un travail à faire pour que véritablement l'impôt sur le revenu soit obligatoire. Parce que si on veut être citoyen, si on veut être protégé par l'État, or aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Autrefois, les gens se disaient, quand ils ont un petit problème, ils vont à Miami. Là, ils vont trouver les soins nécessaires. Ou bien, s'ils ne peuvent pas aller à Miami, ils vont en République dominicaine. S'ils peuvent pas aller en République dominicaine, ils vont à Cuba. Aujourd'hui, avec le coronavirus, tout le monde est confiné en Haïti. Et c'est là que nous devons trouver les infrastructures sanitaires nécessaires pour nous venir en aide. Donc, il faut aider, n'est-ce pas, le pays, il faut apporter sa contribution. Être citoyen, c'est aussi apporter sa contribution. Ça, c'est pour, disons, l'impôt sur le revenu. Et finalement, ce même ministre signalait, n'est-ce pas, que nous pourrions, quand on voit la quantité de marchandises et de biens que nous importons de l'étranger, on aurait pu récolter à la douane jusqu'à $1 milliard américains. Et nous ne collectons même pas la moitié de cela, même pas 400 millions de dollars américains. Vous pensez que c'est un problème qu'on peut résoudre facilement? On ne peut pas le résoudre facilement, non. Cependant, je pense qu'on peut améliorer la situation. Parce que la contrebande qui se fait à la frontière se fait avec la complicité des dirigeants.
se fait avec la complicité des dirigeants. Parce que c'est pas des petites marchandes, n'est-ce pas, qui apportent quelques marchandises dans un panier. Ce sont des conteneurs, n'est-ce pas, qui traversent la frontière et qui arrivent à Port-au-Prince ou qui arrivent ailleurs. Donc, il faut qu'il y ait une décision qui soit prise, n'est-ce pas? Il faut discuter aussi avec eux. Et c'est pour ça que je dis, il faut qu'il y ait un dialogue national. Il faut faire comprendre à ces gens qui sont dans la contrebande, qui importent, etc., que même eux, ils ne sont pas protégés par ce type de comportement et qu'ils auraient intérêt, si Haïti, au cours de ces 30 dernières années, de ces 60 dernières années, avait pris le chemin de la République dominicaine et qu'aujourd'hui, au lieu de 700 et quelques dollars américains par personne comme produit per capita, nous avions les 7800 dollars du dominicain, eh bien, le commerçant haïtien ferait beaucoup plus d'affaires parce qu'il aurait un marché plus important. Donc, c'est dans l'intérêt de tout le monde, n'est-ce pas, que l'économie se développe. Donc, il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, un dialogue sérieux, n'est-ce pas, entre les Haïtiens. Maintenant, parlons éducation, vous l'avez dit, avant la pause. Quand le professeur, un ancien ministre de l'Éducation également, parle de éducation, de quoi on parle? Bon, d'abord, il y a, si vous voulez, la qualité de l'éducation. Malheureusement, la qualité de l'éducation, elle est très faible, elle est presque médiocre ici, d'accord? Pour différentes raisons. D'abord, le ministère de l'Éducation nationale, qui aurait dû donner l'exemple en ayant des écoles de référence un peu partout, l'éducation nationale, malheureusement, ces écoles, la plupart du temps, sont de très mauvaise qualité, pour différentes raisons. L'une des raisons, par exemple, c'est la politisation de l'éducation. Particulièrement, les parlementaires sont très responsables. Ils sont partout, ils sont dans la frontière. Ils sont dans la santé, etc. Mais dans l'éducation, c'est leur, peut-être, champ privilégié. N'est-ce pas, dès qu'ils ont quelqu'un à caser, faire pression sur les ministres pour caser, n'est-ce pas, des gens qui sont absolument incompétents. Donc, à ce moment-là, vous avez pléthore de gens dans nos écoles publiques et la qualité baisse. Laisse à désirer. Maintenant, il y a la question de la pertinence de l'éducation. Parce qu'aujourd'hui, pour pouvoir faire croître l'économie, il faut donner la formation technique et professionnelle. Malheureusement, c'est un domaine qui est négligé en Haïti. Il y a eu des moments, par exemple, il faut le citer, à la fin de Jean-Claude Duvalier, particulièrement avec l'apport de la France à l'époque de la création de l'INFP, l'Institut national de formation professionnelle, avec la période de la création du Centre de formation professionnelle, Centre national de formation professionnelle. Eh bien, l'enseignement professionnel commençait à prendre un petit peu d'élan dans ce pays. Malheureusement, on a laissé tomber tout cela. Il faut dire qu'au cours de ces dernières années, sous le président Martelly, il y a eu un petit effort qui a été fait, n'est-ce pas, pour revaloriser la formation professionnelle. Mais bon, on ne sent pas que ce mouvement soit relayé, continué, etc. Et aussi, il y a même eu des tentatives pour valoriser les actifs informels. Par exemple, on allait en dessous de la Grande Rue, là où il y a tous ces mécaniciens, il y avait on leur donnait une formation complémentaire et on leur donnait une certification qui leur permettait, n'est-ce pas, d'être un professionnel agréé, qui leur permettait d'avoir des crédits aussi à la banque, etc., etc. Il y a tout un travail à faire au niveau de la formation technique et professionnelle. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'un industriel a besoin d'un technicien, souvent il va en République dominicaine le chercher, parfois il prend un Philippin, parfois il va même jusqu'en France chercher un bon mécanicien, etc., parce que nous n'avons pas. Nous avons très peu de bonnes écoles professionnelles.
Prenons l'exemple encore de la République dominicaine. Moi, j'ai été en République dominicaine, invité par le président du FONDAPEC de l'époque, M. Tomène. Eh bien, je peux vous dire que là-bas, ils ont tout un système de formation professionnelle avec crédit éducatif. Si l'étudiant vient d'une famille modeste, n'a pas les moyens de se payer sa formation professionnelle, eh bien, l'État lui donne un crédit sur 4 ans, par exemple, et il a 8 ans après sa certification pour payer, n'est-ce pas, sa dette, et il y a un système où son employeur paie directement, ce qui signifie qu'il n'a même pas besoin, n'est-ce pas, de réfléchir s'il va payer, s'il ne va pas payer, ça se fait automatiquement, d'accord? Eh bien, en République dominicaine, ils ont un système qu'ils ont, ils ont copié ça un peu de l'Allemagne, ce qu'ils appellent le système dual, où, par exemple, tu passes 2 jours à l'école pour faire de la théorie et 3 jours en entreprise pour faire de la pratique. Et en entreprise, vous avez un maître de stage qui est formé pour vous encadrer et pour vous donner le métier le plus rapidement possible. Donc, je crois qu'il y a un effort à faire très sérieusement du côté de la formation professionnelle. Par exemple, à l'époque du ministre Bernard, vous savez, j'ai été membre du comité de curriculum à cette époque-là, n'est-ce pas? Eh bien, il y avait un élément, une composante de la réforme Bernard qui s'appelle l'ITAP, l'initiative à la technologie et aux activités productives, n'est-ce pas, que Bernard voulait introduire. Parce que vous savez que le ministre Bernard est un ancien du ministère de l'Agriculture qui avait été formé à l'époque de l'occupation américaine où la formation technique et professionnelle avait pris une importance extraordinaire parce que les Américains, ils ont une conception très pragmatique, très pratique de l'enseignement. Pour eux, l'éducation, c'est un facteur de production. D'accord? Nous sommes beaucoup plus littéraires, beaucoup plus, n'est-ce pas, portés vers les lettres et tout cela. Mais je dirais, M. Bernard, il a voulu introduire l'ITAP, l'initiation à la technologie, mais malheureusement, ça ne répondait pas, si vous voulez, à nos aspirations, si bien que l'ITAP n'a jamais été développé, le curriculum n'a jamais été développé, les ouvrages qui devaient servir à cette introduction à la technologie. Tout simplement, il n'y a pas eu de continuité. Il n'y a pas eu de continuité, il n'y a même pas eu d'intérêt. Par contre, le créole, nous sommes plus littéraires, n'est-ce pas, etc., a eu, si vous voulez, sa chance, au point qu'aujourd'hui, le créole a marqué a fait des progrès extraordinaires dans ce pays, ce qui est une excellente chose pour permettre la communication, pour permettre l'expression, etc. Donc, du point de vue de l'éducation. Maintenant, il n'y a pas que l'éducation formelle, il y a l'éducation civique, malheureusement. Cette éducation civique n'est pas faite. Et là, je lance un défi à Radio Métropole, à Télé Métropole et à toutes les stations, n'est-ce pas, de radio et de télévision. Pourquoi ne pas avoir 1 heure par jour ou par semaine, je ne sais pas, consacrée à l'éducation civique? Je ne fais pas faire de publicité pour mon ouvrage. Vous savez que j'ai préparé un ouvrage en français et en créole, l'éducation civique, qui est d'ailleurs utilisé dans plusieurs écoles de ce pays. Vous seriez en mesure de venir présenter cette émission? Avec plaisir, avec plaisir. Mais c'est pour vous dire que j'ai consacré 6 mois de mon existence à préparer cet ouvrage parce que je sentais que c'était un besoin. Or, aujourd'hui, il faut faire connaître à l'haïtien ses droits, ses devoirs, lui faire connaître ses institutions. Parce que malheureusement, qu'est-ce que nous avons dans ce pays aujourd'hui? Vous avez, n'est-ce pas, toute une campagne, je dirais, de désinformation dans ce pays, où même la plupart je dirais, de ceux qui parlent à la radio, à la télévision, etc., ils lancent un message négatif au lieu de porter le citoyen à prendre ses devoirs. Par exemple, à l'époque des élections, ils vous disent « Ah ouais, on va même besoin de voter parce que monde qui est président est déjà président déjà, soit c'est blanc quoi le mettre, soit c'est bourgeois quoi le mettre, etc. » Et puis le résultat,
le résultat, c'est que vous avez 18%, 20% de participation aux élections. Et à ce moment-là, vous avez des gens qui ne sont pas qualifiés, des gens qui sont liés, n'est-ce pas, à des secteurs occultes de l'économie. C'est eux qui deviennent sénateurs, députés, etc. Vous voyez, alors que si beaucoup de gens allaient voter, n'est-ce pas, si on avait 80%, 90% de participation aux élections, je vous assure que ces gens que nous avons souvent dans ces postes-là n'auraient pas pu arriver parce que eux, c'est pas leur passé qui les habilite à devenir sénateurs, députés ou autres, c'est souvent l'argent dont ils disposent et qui n'est pas toujours un argent de provenance régulière. C'est pour l'argent propre. C'est ça, c'est ça. Donc il faut l'éducation civique également, et ceci pour les jeunes, parce que il y a une peut-être partie de la population qu'on a déjà perdue, mais les jeunes, il faut les récupérer. Mais je pense que... Donc, vous êtes d'accord, professeur, avec ceux qui estiment que nous avons des hommes et des femmes en Haïti, mais nous n'avons pas de citoyens? C'est vrai, il y a un déficit de citoyenneté. Il y a eu beaucoup de livres écrits là-dessus, qu'il s'agisse de Lionel Trouillot, n'est-ce pas, qu'il s'agisse de Hérole Jean-François, qui ont écrit, n'est-ce pas, sur ce sujet. Effectivement, nous avons un gros déficit en matière de citoyenneté. Il y a des raisons à cela. Je dirais que toute la période de la dictature des Duvalier a donné un rude coup, n'est-ce pas, à la citoyenneté, parce que les gens étaient plus fiers de leur pays. Mais d'autres personnes diraient le contraire. C'est une question de point de vue, mais je crois que c'est une période aussi qui a donné un sentiment, je dirais, que Haïti était au banc, si vous voulez, de la société moderne à cause de la dictature, à cause de la répression, etc. Vous voyez? Je crois qu'aujourd'hui, où nous essayons d'instaurer la démocratie, il faut apprendre aux gens à prendre leurs responsabilités, à voter, non seulement à voter, mais une fois qu'ils ont installé, n'est-ce pas, un président ou des sénateurs et des députés, ils doivent rester vigilants. Et l'autre chose extrêmement importante à dire en ce qui concerne le civisme et notre comportement politique, l'instabilité politique est l'un des facteurs les plus importants de notre dégradation économique. Figurez-vous que de 1987 à 2017, nous avons eu 18 présidents. Alors qu'en principe, avec 5 ans par année pour chaque président, on devrait en avoir 6. On en a eu 18. On a eu 30 premiers ministres. Ça veut dire que c'était une véritable chaise musicale. Comment voulez-vous faire progresser un pays, faire avancer l'économie d'un pays, connaître de la richesse, de la croissance avec, n'est-ce pas, une rotation aussi rapide de chef de l'État? Parce que... Mais est-ce que vous savez pourquoi? Pourquoi tant de présidents, pourquoi tant de premiers ministres en un rien de temps? En un rien de temps, je pense qu'il y a une prise de conscience qui n'est pas encore faite, que ce soit dans la population, que ce soit dans notre classe politique. Nous n'avons pas encore, à mon avis, une classe politique suffisamment responsable. Par exemple, en se disant... Êtes-vous en train de nous dire que nos dirigeants politiques ne sont pas des citoyens non plus? Mais écoutez, quand quelqu'un qui va devenir Premier ministre, qui va devenir ministre, n'a pas payé ses impôts pendant 5 ans, les 5 dernières années, s'il n'a pas payé pendant les 5 dernières années, ça veut dire qu'il n'a pas payé pendant les 10 dernières années. Ça, c'est sûr, parce que s'il avait pris le pli, n'est-ce pas, de payer, il aurait payé régulièrement. Être citoyen, c'est d'abord apporter sa contribution, n'est-ce pas? C'est un devoir. Et puis à ce moment-là, on a des droits. Donc il y a ce problème à résoudre, ce problème civique. C'est transversal, toutes classes confondues. On va finir, professeur, mais je m'en voudrais de vous laisser partir sans nous aider à retenir quelques conseils. Évidemment, vous en avez parlé au cours de la première partie de l'émission.
Mais en 2 mots, 3 paroles, qui ça nous doit retenir dans la façon dont on peut gérer après le coronavirus en finale? Qui ça haïtien doit ça nous doit faire aujourd'hui pour que d'abord dans la situation que nous étions avant corona, très certainement conditions réunies pour nous venir plus mal, par exemple plus grand goût, parce que nous pas produit. Or, selon spécialistes, nous devons profiter de l'opportunité ça pour nous réfléchir, bailler pays en l'autre direction et apprendre pour nous venir plus, pour nous plus civisme, pour nous plus citoyens. Ça nous doit retenir en 2 mots, 3 paroles comme conseil. Et puis nous apprenons des conseils pratiques, des choses que nous sommes capables de réaliser effectivement. Oui. Et nous ne sommes pas obligés de tendre ces gouvernements pour faire une faire que nous-mêmes entre nous. C'est ça. Entre Haïtiens, entre citoyens haïtiens. Bon. Alors, et comme moi t'ai dit tout à l'heure, moi j'ai 2 articles que moi écrits, nous publié un jeudi dernier, je crois que c'était le deuxième, non soit sorti déjà, ou bien le sorti. Et dans les dernières parties, deuxième article là, moi dit qu'il y a 3 chantiers que nous devons travailler sur eux. Premier chantier, c'est chantier sur éducation civique, n'est-ce pas? Parce que je dis, ça nous ouais. Qu'est-ce que c'est que la cité? La cité antique, c'était une ville, si vous voulez, qui était entourée par des murailles. Pour qui ça a été mis des murailles? C'est parce que les ennemis en vini pour le capable de joindre un bagaille qui retenu lui et ou capable de défendre tout. Mais tout le monde est à l'intérieur des murailles. Je dis, coronavirus, ça, lui mettons une sorte de muraille, si vous voulez, sanitaire, côté qu'on n'est pas capable de sortir, c'est là pour arrêter, pour joindre soin, etc. Ça veut dire qu'il faut que nous prenions conscience que nous toutes, que nous grands nègres, que nous malheureux, que nous dans la classe moyenne, nous vivons dans la même cité et que nous devons, pour nous capables d'améliorer les conditions de vie de la cité. Dans ce sens-là, il y a un pratique que je t'ai recommandé. Le ministère de l'Éducation nationale, il parlait d'une plateforme numérique d'utilisation de radio pour les capables faire timonio, continuer l'apprentissage scolaire pendant la période de confinement. Eh bien, ça m'a recommandé. C'est que à côté de matières académiques que l'IPRAL fait, n'est-ce pas, mathématiques, français, histoire, etc., que le gagnant, ils ont 1 heure de temps d'éducation civique. Et moi, j'ai recommandé un pile professeur qui t'a voulu bailler temps, moi-même personnellement, volontaire pour me faire le tour, vous comprenez, et pour faire un cours d'éducation civique, parce que nous besoin ça, nous besoin renforcer le civisme. Ça, c'est le premier chantier. Et l'autre bagaille, nous sommes capables de dire, mais deuxième bagaille, c'est au niveau, je dirais, politique. Au niveau politique, moi-même, moi, j'ai recommandé que commencer un dialogue qui fait entre les partis politiques et la société civile aussi, pour nous capables de réduire le nombre de partis politiques, pour nous capables de gagner 2, 3, 4, 5 grandes orientations politiques. C'est ça qui est difficile là. Oui, c'est très difficile. Mais sans ça... Je souhaité que les recommandations pratiques. Aïe, mais ça, même si nous ne pas fait Wendell, si nous ne pas fait, nous ne va pas aller aucun côté, non? Parce que moi, avec qui je vais demander aux Haïtiens aujourd'hui, là, éliminer les partis politiques. Tout dépend de la politique. Si vous n'avez pas de bonne politique, si vous n'avez pas économique. Donc, c'est pour ça que je m'ai recommandé. Mais maintenant, moi, je crois que l'autre chantier, c'est le chantier économique. Chantier économique, là, eh bien, ne se parler de lui, c'est fiscalité. Toute bagaille pour augmenter la production nationale. Moi, je crois que le ministère du Commerce et de l'Industrie a dû gagner des gens qui a penché sérieusement sur la production. Qui ça nous capable de produire pour ne pas obliger tout importer de l'extérieur? Ministère de l'Agriculture, vous voyez, t'as dû commencer, qui ça pour nous faire, pour nous capables d'aider l'agriculteur à encadrer lui. Par exemple, je dis,
c'est mon sud-est, n'est-ce pas? On connaît un pile jeune qui était Jacques Mel, par exemple, qui, alors, là, quand parents, au Jacques Mel, ou bien dans l'autre village, etc. Marigot, etc. Parce qu'on ne peut pas arrêter Jacques Mel à cause de coronavirus, bah, comme ça, etc. Mais jeunes, ça, nous avons recommandé, commencer à repenser l'agriculture. Parce que qui s'est passé au cours de ces dernières années? Jeunes, si vous avez un petit morceau de terre que parents ont quitté pour eux, ils vendent, ils achètent une motocyclette, ou bien fait taxi. Eh bien, je dis, il faut que nous repensions. On ne peut pas dire, professeur, c'est vrai que ce n'est pas tout, mais gagner tout leur fin vendre, ils ont acheté motocyclette après 3 mois, motocyclette crasée, ils n'ont pas qu'à retourner encore. Allemand des parents, avant notre encore, comme tout sombré dans le banditisme. Dans le banditisme, dans le gang. Alors que non seulement nous avons besoin, parce que une étude qui était faite par le ministère de l'Agriculture qui montrait que la moyenne d'âge des agriculteurs aujourd'hui est très élevée. Je crois que c'est près de 55 ans. Ça veut dire que c'est des gens qui trop grand monde, parce qu'on connaît qu'à partir d'un certain âge, pour vous, et puis quoi, il dû, pour comprendre, eh bien, c'est grand monde ça qui a produit un petit reste manger pour nous. Eh bien, nous avons besoin de jeunes qui peuvent venir avec les nouvelles techniques, qui peuvent venir avec des motoculteurs, qui peuvent venir avec des crédits aussi, parce qu'il y a des possibilités de crédit, je dis, il y a même des possibilités d'assurance récolte que ont commencé à développer. Est-ce que vous informez de Baïsayo? Et nous avons que nos besoins en pile. C'est la question de la distribution de la nourriture. On connaît que nous perdons jusqu'à 30 à 40% des fruits et légumes dans le transport parce qu'il y a un pilé mango, il y a un bac camion, il y a un pilé tomate, même comme ça, on prend. Et puis, le vini, il y a 30% qui gâté. Et là encore, ça dépend de qui côté au sorti. Si l'absurde dans la grandance, route pas bon, donc il y a plus qui a perdu. Maintenant, il y a des jeunes qui évoluent, qui sont à l'école, etc. Nous sommes capables de mettre dans un cajot, pour conditionner le transport là, et puis, le fini, ou pas perdu toute quantité de ça. Voilà des opportunités que les jeunes sont capables de trouver pour joindre une façon de vivre, mais en même temps, parce que importateurs là, monde qui dans le market là, souvent ne pas acheter produits locaux là, on pour qui ça? Parce que le pas sûr que de régularité approvisionnement. Ils préféraient un rapport avec Miami, vous comprenez, parce qu'on connaît que là, marchandise là vient quand même et à l'heure, tandis que nous-mêmes, il pas venu à l'heure. Je pense que Jodia, il y a des opportunités en matière de distribution de nourriture, n'est-ce pas, que nous capables d'exploiter, que jeunes sont capables d'exploiter. C'est un plaisir pour nous de recevoir aujourd'hui un professeur Ronnie Desroches. Merci parce que vous êtes disponible. Là encore, c'est du civisme. En donnant des conseils aux décideurs, c'est un acte d'amour pour le pays. Définitivement, et de préoccupation pour l'avenir du pays. C'était un plaisir de vous avoir. Passez une bonne journée avec nous et à bientôt. Merci Wendell, merci pour l'invitation. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'est le professeur Desroches, l'invité de la rubrique Le Point de ce mardi. Passez une bonne journée avec nous et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30.